Alors les amis, on va continuer les fonctions trigonométriques, les fonctions circulaires réciproques. On a vu la fonction arc-sinus et maintenant on va voir la fonction arc-cosinus. Comme tout à l'heure, on va voir, comme pour la première partie, on va voir une étude, on va voir la définition, on va voir les propriétés de la fonction arc-cosinus. Donc, fonction arc-cosinus, je vous rappelle que vous trouverez justement le PDF, que ce soit de la première ou de la deuxième partie, ou même de la troisième, en fait, toutes les vidéos, vous trouverez le PDF dans la formation, dans les documents à télécharger. Donc, deux fonctions arc-cos. Alors, la fonction arc-cosinus. C'est quoi la fonction arc-cosinus? On va voir une étude de cette fonction. Donc, là, on va considérer, donc on considère la restriction du cosinus sur 0π. Donc en gros, on va voir la fonction que je peux appeler en fait f, peu importe. En tout cas, la fonction qui de 0π va avoir des images dans évidemment -1, 1. Et qui pour chaque x va faire correspondre le cosinus de x. C'est une fonction qui est comment? Si vous visualisez, les amis, le cosinus dans le cercle trigonométrique et vous prenez l'intervalle 0π, donc tout à l'heure c'était moins pi demi, pi demi pour la fonction sinus, arc-sinus, maintenant c'est cosinus entre 0 et π. Si on prend le cosinus entre 0 et π, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est une bijection en fait. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui est continue et qui est strictement décroissante, contrairement au sinus sur moins pi demi, pi demi. Ici, si on augmente la valeur de l'angle, le cosinus va baisser, d'accord? Donc on passe de 1 jusqu'à arriver à -1 au minimum. Donc, une fois que vous avez une visualisation de cette fonction, on peut donc dire ici que c'est une bijection, cette restriction du cosinus sur cet intervalle est une bijection, car continue et strictement décroissante. Donc évidemment, les amis, si vous ne savez pas ce que ça signifie qu'une bijection, je vous renvoie à la première partie en fait du programme de la classe préparatoire. Une bijection, une fonction ou une application bijective, c'est une fonction qui est injective et surjective. Ça signifie que pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il existe un unique élément appartenant à l'ensemble de départ qui est l'antécédent de l'élément en question. Très bien. Donc, puisqu'on a une bijection, évidemment, il y a une bijection réciproque. Et donc là, on va procéder à la définition de la fonction arc-cosinus qu'on définit comme étant tout simplement la bijection réciproque de la restriction du cosinus sur 0π. Donc arc-cos est la fonction qui va donc plutôt que d'aller de 0π vers -1, 1, ça va prendre le chemin inverse de -1, 1 dans 0π, donc qui a des valeurs dans 0π, qui est la réciproque de la bijection, qu'on a vu tout à l'heure, de 0π vers -1, 1, qui à chaque x fait correspondre le cosinus de x. Donc, comme on l'a écrit tout à l'heure, pour tout x appartenant à -1, 1, si vous prenez un élément de l'ensemble d'arrivée de tout à l'heure de -1, 1, pour tout y qui appartient à R, si jamais vous voyez écrit y égale arc cos de x, cela veut dire que y d'une part forcément appartient à 0π et cosinus, alors c'est un peu comme tout à l'heure, et le cosinus de y
est égal à x. Ça, c'est la définition de l'arc-cosinus. On peut dire aussi que arc-cosinus, arc-cos et arc-cos de x est l'unique arc entre 0 et pi dont le cosinus est x. Voilà donc pour cette définition de l'arc cosinus. Maintenant, voyons voir des propriétés de la fonction arc cosinus. Donc, propriété de la fonction arc cos. Alors, propriété de la fonction arc cosinus. Donc, d'abord, pour tout x appartenant à moins 1, 1, arc cosinus de x, évidemment, c'est entre 0 et pi. D'accord? Comme on vient de le voir, l'ensemble d'arrivée, c'est 0 pi, donc toutes les images sont forcément comprises entre 0 et pi. Arc cosinus est une fonction continue, n'est-ce pas? Évidemment, puisque la bijection est continue, la bijection réciproque l'est également. Arc cosinus est de classe c l'infini sur moins 1, 1. C'est une fonction de classe c infini de moins 1, 1. Et de plus, pour tout x appartenant à moins 1, 1, pour tout x appartenant à moins 1, 1, vous avez arc cosinus prime de x, la dérivée de l'arc cosinus, c'est moins 1 divisé par racine carrée de 1 moins x carré. Ça, c'est très intéressant, très important dans les exercices où la fonction arc cosinus est présente. Pour pouvoir étudier les variations de la fonction, évidemment, il faut d'abord calculer sa dérivée. Et donc, il va falloir se souvenir de cette formule. Alors, comme on l'a fait pour l'arc sinus, on peut également démontrer cette formule à l'aide de la fameuse propriété, vous vous souvenez, de la dérivée que j'ai expliqué tout à l'heure, la dérivée d'une réciproque, f-1'. Souvenez-vous, je l'ai développé ici. J'ai même, je crois, j'ai gardé le rappel quelque part, voilà. f-1' de x, c'est 1 sur f' de f-1. 1 sur f' composé à f-1. Donc ça, il faut retenir. C'est à base de cette formule, en fait, qu'on arrive à prouver la propriété que vous devez retenir. Donc, on va quand même le prouver. Preuve. On va quand même prouver ce qu'on dit. Donc, soit x, je vais considérer x appartenant à moins 1, 1, un élément donc de l'ensemble de départ de l'arc cosinus. Donc, on pose comme tout à l'heure, posons alpha égale arc cos de x. Prenons alpha, c'est l'arc cos de x. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, notre alpha, forcément, qui est en fait l'image de l'arc cosinus, va appartenir, comme on l'a dit tout à l'heure, à 0 pi. Donc, naturellement, le cosinus de alpha, c'est égal à x. Bref, en tout cas, je sais que la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, n'est-ce pas? La dérivée du cos, c'est moins sin, n'est-ce pas? Comme cos est dérivable, en alpha, cos prime de alpha, c'est moins sinus de alpha, qui est en fait, il faut quand même le rappeler, différent de 0. Pourquoi? Parce que notre alpha, il est dans moins 1, 1.
Pardon, notre alpha est dans 0pi, donc c'est différent de 0 et différent de pi. Donc son sinus est différent de 0. C'est important parce que par la suite, on va diviser par moins sin alpha. Donc, si vous voulez, l'arc cosinus prime de x, c'est comme si on avait en fait cosinus moins 1, si vous voulez, prime. Donc tout ça prime, c'est quoi? C'est 1 sur cos prime qui est moins sin de quoi? Moins sin de alpha, d'accord? Moins sinus de alpha, tout simplement. Donc c'est moins 1 sur, enfin, ou 1 sur moins sin, pour être plus précis, moins sinus de alpha. Pardon. Donc voilà. Donc, le sinus de alpha, bah, comme tout à l'heure, on utilise la formule cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Donc, je peux remplacer le sinus par, en fait, la racine de 1 moins cosinus carré de alpha. De toute façon, le sinus, il est non seulement différent de 0, mais même on peut dire strictement positif ici, parce que notre alpha, il est dans 0pi. Donc, ça signifie que alpha, il se trouve dans l'arc supérieur du cercle trigonométrique. Donc, alors pourquoi il y a ça? Voilà. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait. Alors, j'ai écrit le moins, je peux le monter en haut, donc pas besoin de mettre de moins. Voilà. Donc ça fait moins 1 divisé par racine carrée et 1 moins cos carré de alpha, ça fait cosinus de arc cosinus de x, ça fait x carré tout simplement. Donc arc cos prime de x est égal à moins 1 sur racine de 1 moins x carré, et ça, c'est valable quel que soit x en fait appartenant à moins 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme propriété? On sait que l'arc cosinus n'est pas dérivable en moins 1 ni en 1. Donc arc cos n'est ni dérivable en moins 1 ni en 1. Voilà, c'est bon à savoir. Mais, sa courbe, mais la courbe de l'arc cosinus, mais sa courbe présente des tangentes verticales. Mais sa courbe présente des tangentes, des demi, ou on va dire une demi-tangente verticale, une demi-tangente verticale en fait au point d'abscisse moins 1 et 1. Tout simplement en fait. C'est pas une demi, mais on va dire des demi-tangentes. Des demi-tangentes verticales au point d'abscisse moins 1 et 1. Voilà, je vais vous partager la courbe représentative de la fonction arc cosinus à garder en tête. Alors, c'est la courbe suivante qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Hop. Voilà. On peut la placer ici. Hop. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction arc cosinus. Comme vous pouvez le voir, donc là, il y a une superposition en fait de deux courbes. Donc on a en vert, c'est la fonction cosinus, et en rouge, on a la fonction arc cosinus, qui est la fonction inverse.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant les propriétés de cette fonction arc-cosinus? On peut dire que la fonction arc-cosinus, attention, elle n'est pas paire. Parce que, alors, ce serait facile de se dire, puisque cosinus est pair, alors l'arc-cosinus est pair. Ce n'est pas forcément le cas ici. Donc, la fonction arc-cos, je vais l'écrire quand même, hein, n'est pas pair. La fonction arc-cos n'est pas pair car, tout simplement, car cosinus elle-même n'est pas pair sur 0pi. Souvenez-vous que pour qu'une fonction soit paire, en fait, il faut que son ensemble de définitions soit symétrique par rapport à 0. Ici, déjà ça part mal, hein, parce que on est sur 0pi, l'ensemble de départ de la fonction, donc cosinus, ici en l'occurrence. C'est pas symétrique par rapport à 0. Voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, dans la courbe rouge, l'arc-cos n'est pas pair, parce que cos de moins x n'est pas égal à cos de x, hein, tout simplement. Ok. Ensuite, la courbe quand même, si vous observez, elle a une certaine symétrie. Donc on a un point de symétrie par rapport à quoi? On a un centre de symétrie qui est le point de coordonnées 0, pi demi. Si vous voyez ce point-là, en fait, ce point qui est ici, ça c'est un point de symétrie, parce que cette partie est symétrique à celle-ci. Donc le point qui a comme coordonnée 0, pi demi est un point de symétrie. Donc la courbe de la fonction arc-cos présente un centre de symétrie, de coordonnées 0, pi sur 2. Donc, cela se traduit par la formule suivante. Se traduit par la formule suivante. Pour tout x appartenant à moins 1, 1, arc cosinus de x plus arc cosinus de moins x égale à pi. Ça, c'est une formule très intéressante à retenir. Voilà. Hop. Arc cos de x plus arc cos de moins x, c'est égal à pi. Très bien. Alors, je vais rappeler quand même quelque chose d'intéressant, petit rappel, qui concerne les centres de symétrie. Cadeau. Alors, souvenez-vous les amis, si la courbe d'une fonction f présente un centre de symétrie, si la courbe d'une fonction f quelconque présente un centre de symétrie, considérant les coordonnées de ce centre de symétrie x0, y0, d'accord? Alors, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à quoi? Donc, ça veut dire que pour tout point i centré en x0 et pour tout h appartenant à R,
Alors, ça signifie que I est centré en x0 et pour tout h appartenant à R, x0 plus h appartient à I, signifie que f de x0 plus h plus f de x0 moins h, le tout divisé par 2, ça c'est égal à y0. Alors en gros, si vous prenez f de x0 plus h, vous rajoutez f de x0 moins h et vous divisez par 2, ça nous donne y0. Ça nous donne tout simplement l'ordonnée du centre de symétrie. Si vous prenez la fonction f et vous prenez x0 plus h plus f de x0 moins h et vous divisez par 2, ça donne y0. Donc en l'occurrence ici, comme l'arc cosinus est centré en ce point, il y a une symétrie par rapport de centre 0 pi demi. Si vous prenez un f de h, donc arc cos de h, plus x0, puisque x0 ici est égal à 0, 0 plus, donc arc cos de h plus arc cos de moins h divisé par 2, ça vous donne quoi? Ça nous donne le centre de symétrie qui est en fait pi sur 2. Donc si vous multipliez par 2 des deux côtés, ça vous donne pour tout h appartenant à R, arc cos de h plus arc cos de moins h, ça fait tout simplement pi. Voilà. Donc c'est une formule qui peut nous être utile dans les exercices qu'on verra un peu plus tard dans cette formation. Voilà, voilà. Alors, cette histoire de symétrie, on ne va pas la prendre comme ça pour argent comptant, on va la démontrer. Hein. Pourquoi le point de coordonnées 0 pi demi, prouver que le point de coordonnées 0 pi demi est un centre de symétrie. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc preuve, non pas pour le rappel, mais preuve que le point de coordonnées 0 pi demi est un point de symétrie. On peut le prouver ça, hein, les amis. Donc si je considère x qui est un point qui appartient à un intervalle qui est un réel appartenant à moins 1, 1, alors forcément arc cos de x appartient à 0 pi. Et du coup, cos de arc cos de x est égal à x forcément. Si j'applique le cosinus à l'arc cosinus, ça nous fait x. Donc, vous avez pi moins arc cos de x appartient à 0 pi aussi, n'est-ce pas? Puisque arc cos appartient à 0 pi, hein, moins arc cos appartient à moins pi 0, si je rajoute pi de chaque côté, ça fait, on est toujours dans 0 pi, n'est-ce pas? Arc cos de x entre 0 et pi, vous multipliez par moins ici, les positions vont changer, on va devenir, ici ça va mettre moins pi, ici ça va faire 0, je fais plus pi ici de chaque côté, ici plus pi plus pi, ça fait 0, d'accord? Donc pi moins arc cos de x, on est entre 0 et pi également, assez simple. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, alors, si j'applique le cosinus de pi moins arc cos de x, cos pi moins x, c'est quoi cos pi moins x? C'est moins cos de x. Souvenez-vous des formules trigonométriques. C'est moins cos de arc cos de x. Donc ça nous fait moins x, tout simplement. D'accord? Et moins x, c'est quoi? C'est quoi moins x? Cos pi moins arc cos de x. Moins x, c'est arc cos de moins x. C'est cos de arc cos de moins x. Donc, moins x, c'est cosinus de arc cosinus de moins x. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des deux côtés le cosinus qui est appliqué. C'est une fonction bijective entre
0pi est moins 1, 1. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que pi moins arc cos de x égale arc cos de moins x. Et donc, arc cos de x plus arc cos de moins x, ça nous fait pi. Et ce, on vient de le démontrer pour tout x appartenant à quoi? Pour tout x appartenant donc à 0, à moins 1, 1. Pour tout x appartenant à moins 1, 1, on peut prouver ça. Voilà les amis, donc la preuve de cette assertion-là. Et on peut à partir de ça déduire en fait que le point de coordonnées 0 pi demi est un point de symétrie, parce que ça, il suffit de diviser des deux côtés par 2. X c'est 0 plus x, moins x c'est 0 moins x en fait. Donc notre x c'est notre h, et donc du coup pour tout x, puisque ça marche pour tout x appartenant à moins 1, 1, et bien ça signifie que 0 pi demi est un centre de symétrie. D'accord? Voilà les amis. Alors, autre propriété très intéressante qui va faire le lien avec ce qu'on a vu dans la partie arc-sinus. Donc, on en déduit la courbe. On en déduit que la courbe de arc cos est celle de arc sin, que ces deux courbes, arc cos et arc sin, on en déduit en fait la courbe de arc cos. On déduit la courbe de arc cos, on peut déduire la courbe de arc cos de celle de arc sin, à partir de celle de arc sin, plutôt, on peut déduire l'une par rapport à l'autre en opérant une symétrie. Une symétrie orthogonale. Une symétrie orthogonale par rapport à OX. Symétrie orthogonale par rapport à OX, puis une translation de vecteurs pi demi fois j, ce qui se traduit par la formule, pour tout x appartenant à moins 1, 1, pour tout x de moins 1, 1, arc sinus de x, si vous rajoutez arc sinus de x plus arc cosinus de x, ça nous donne pi sur 2. Donc la somme des deux, ça nous fait pi demi. Arc sin plus arc cos égale à pi sur 2. Ou bien, tout simplement, arc cosinus, c'est pi sur 2 moins arc sinus, si vous voulez. Donc on peut déduire l'arc sin à partir de l'arc cos et l'arc cos à partir de l'arc sin. Alors, ce que je viens de dire, donc la déduction de la courbe de l'une des fonctions circulaires réciproques par rapport à l'autre se fait en s'appuyant sur cette formule, et donc en l'occurrence, ça a l'air un peu barbare en le décrivant de cette manière-là, hein, cette déduction à partir d'une symétrie, en opérant une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des abscisses, puis une translation. Mais c'est très très simple, ce qu'on va prouver, preuve. Donc, comment on le prouve ça? On considère comme toujours, on va fixer x, un élément qui appartient à moins 1, 1. Donc, soit x appartenant à moins 1, 1. Alors, arc cosinus de x, forcément, ça va appartenir à quoi?
ça va appartenir à 0 pi. Hein. Donc, comme tout à l'heure, donc si je fais pi sur 2 moins arc cos de x, n'est-ce pas? Ça va appartenir à quoi? Donc moins arc cos de x, moins arc cos de x, ça va être dans moins pi 0. Si je rajoute pi demi de chaque côté, et je fais l'encadrement, ça nous fait moins pi sur 2, pi sur 2. Très intéressant. Donc, vous voyez les amis, bon, un encadrement assez simple, si vous ne le voyez pas, je peux le faire rapidement. Hein. Vous avez arc cos de x qui est entre 0 et pi, vous multipliez des deux côtés par moins, donc ça va faire ici moins pi et ici 0, vous rajoutez pi demi de chaque côté. Bon, si on rajoute pi demi de chaque côté, ça va faire ici pi demi moins pi, ici pi demi moins pi, ici ça fait plus pi demi, ici on fait pi demi. Donc ici ça va faire moins pi demi et pi demi, d'accord? Donc pi demi moins arc cos de x, on est entre moins pi demi et pi sur 2. Très bien, parce que ça tombe bien, parce que c'est l'intervalle de départ de quelle fonction? C'est l'intervalle de départ de la fonction sinus. Donc de la restriction du sinus qu'on a vu au début quand on a défini l'arc sinus. Donc si j'applique le sinus de ça, de ce que je viens de faire, sin de pi sur 2 moins arc cos de x, ça nous fait quoi? Ça nous fait en fait sinus de pi demi moins quelque chose, ça nous fait quoi? Ça nous fait tout simplement, ça c'est une formule assez connue, sin pi demi moins x, c'est quoi? C'est cosinus de x. Souvenez-vous, formule de première, de trigonométrie de première, de base. Hein. Ça c'est des formules en fait qu'il faut apprendre, qui vont vous suivre tout le temps. Ça c'est par exemple si vous avez votre x, et si vous cherchez sinus, donc si vous prenez en fait pi demi qui se trouve ici, et vous enlevez à cet arc pi demi, vous lui enlevez x. Vous venez, vous enlevez x. Donc vous arrêtez ici. On enlève x, donc là ça fait pi demi moins x. Si vous prenez sin de pi demi moins x, ça va faire la même chose que quoi? Que cosinus de x. Cette distance est similaire à celle-là. Donc vous avez la formule sin pi demi moins x égale cos de x. Et vous avez aussi cos de pi demi moins x qui est égal à sin de x. Vous avez sin de pi demi plus x qui est égal à cosinus de x. Et cosinus de pi demi moins x, c'est moins sin de x. Toutes ces formules-là, il faut complètement les apprendre. Hein, les formules trigonométriques, il faut les maîtriser. Donc, sin de pi demi moins arc cos, en fait, notre grand x ici, ce qui va jouer le rôle de notre grand x, ça va être l'arcosinus de x. Donc, ça nous fait ici tout simplement cosinus de quoi? De arc cosinus, cos de arc cos de x. Et c'est quoi cos de arc cos de x? C'est tout simplement x, n'est-ce pas? C'est x. Alors, cos de arc cos de x, c'est x. Eh bien, x c'est quoi en fait? X c'est sinus de arc sinus, n'est-ce pas? Je peux remplacer ça par x, je peux remplacer par sinus de quoi? De arc. Sinus de arc. Sinus de x. Donc, vous avez sinus de pi demi moins arc cosinus égale sinus de arc sinus. Donc, vous avez sinus ici. Étant donné que le sinus est une fonction bijective, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que les antécédents sont égaux, en fait. Puisque les images sont égales, les antécédents le sont également. Pi sur 2 moins arc cos est ainsi égal à arc sin de x, et ce, quel que soit x appartenant à moins 1. D'où notre fameuse formule qu'il faut absolument connaître, arc sin de x plus arc cos de x égale à pi sur 2, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, tout ceci pour tout x appartenant à moins 1, 1. Voilà. Est-ce que c'est clair, les amis? Voilà, donc là, on a vu la fonction arc cosinus, on a vu la définition, on a vu des propriétés très intéressantes. On a vu deux formules que vous devez retenir. Arc sin plus arc cos, ça fait pi sur 2.
Et puis on a vu que arccos de x plus arccos de moins x égale à pi. On a vu la dérivée de la fonction arccosinus qui est moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Voilà les amis, il nous reste une dernière fonction circulaire réciproque qui est l'arc tangente. Mais je vais vous donner un bonus. On va voir une autre fonction, quatrième fonction, qui est l'arc cotangente. L'arc cotangente qui est également une fonction circulaire réciproque. Ça fait partie de ces fonctions-là, qui font partie de ces grandes familles de fonctions qu'on appelle fonctions usuelles, que vous devez connaître par cœur pour pouvoir être à l'aise dans des exercices qui incluent des fonctions un peu complexes. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans le prochain chapitre qui concerne, enfin le prochain chapitre, la prochaine partie qui va concerner la fonction arc tangente.